Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5, on est avec Mosler. Rebonjour Mosler. Rebonjour Dafresh. On parle de politique ce matin. Tout le monde, oui, on parle de politique, et notamment en rapport avec l'actualité du week-end. Et une des actualités, du moins on a retenu principalement des actualités, comme je le disais. D'ailleurs, il y a la conférence de presse animée par le député du 2e, c'est notamment Magoti, qui est monsieur David Labaye, qui est David Labaye, qui est député du RPM, le Rassemblement pour la Patrie et la Modernité de Barreau-Chambrier, et qui a fait une sortie récemment. Dans cette sortie, il était question pour lui de venir au devant de la scène, mettre en lumière un certain nombre de préoccupations des populations de sa circonscription politique. D'ailleurs, il faut rappeler qu'un député est d'abord l'émanation d'une circonscription politique, ce qui sous-entend qu'il est le produit d'une communauté, qu'il est le produit d'une population, et il a la charge de défendre les intérêts de ces populations-là. Du moins, il a le devoir de pouvoir défendre ses intérêts et pouvoir les relayer, ou du moins les faire porter à la connaissance aussi bien des autorités, notamment le gouvernement, mais également de la communauté nationale si besoin, si c'est nécessaire. Donc, et dès qu'on a engagé cette présentation, on comprend bien qu'aujourd'hui, ce qui a animé ces derniers qui est essentiellement constitué sur 3 points. Le premier point concerne évidemment le département de Tamba Magoti, notamment sa circonscription politique, et avec le regroupement des villages d'Okoye, dans lequel on retrouve deux types, trois situations en majorité. Il y a le fait qu'il y a une première qui concerne l'exploitation aurifère, l'autre l'exploitation de bois, et ensuite il y a le fonds d'investissement départemental que beaucoup de personnes avaient eu la possibilité de suivre le lancement il y a quelques temps. Donc la première chose, c'est que lorsque le David Labaye fait sa communication, il indique que les populations de ce regroupement d'Okoye se retrouvent face à une situation quand même qui plus ou moins trouverait peut-être des complicités entre les sociétés ou les entreprises qui opèrent dans cette zone avec l'administration. La première chose, c'est qu'ils ont vu un contrat d'exploitation de l'or, donc l'exploitation aurifère de l'or dans leur le regroupement, localité. Et en permettant à ce qui est cette exploitation de l'or, l'ambition était de pouvoir créer un contrat qui permettrait à ce qu'il y ait une quote-part versée aux populations, mais également à l'administration et, comme on le sait souvent, l'entreprise elle-même générerait des revenus. Et dès cet instant, ils ont signé un accord qui a regroupé aussi bien l'entreprise, qui est la société gabonaise des mines, le préfet de Tamba Magoti, qui n'est autre que Michel Matsakassa, et le président du conseil départemental de Tamba Magoti, Jean-Noël Kedi Ogonda, et la population évidemment regroupée en association. Mais il se trouve que ils ont relevé un certain nombre de situations qui font qu'à un moment donné, ils se retrouvent avec le non-respect des clauses du contrat par l'entreprise, notamment SGM. Et ils ont décidé, il vous souviendra qu'il y a quelques temps encore, notamment en 2019, ils avaient organisé une ferme, du moins des barricades. Ils avaient plus ou moins fermé les voies d'accès à leur localité, à cette entreprise, pour pouvoir manifester leur mécontentement du fait que cette entreprise ne respectait pas les clauses du contrat et avait décidé par la suite de partir. Sauf que les retombées de cette exploitation de l'or n'ont jamais été réinvesties, notamment la quote-part qui devrait revenir au regroupement du village n'avait jamais été réinvestie pour les actions qui devaient être menées. Et à ce jour, les populations n'ont toujours pas eu d'investissement à hauteur de ce qu'ils devaient percevoir ou ce que leur regroupement devait avoir comme, du moins on va dire, retombée par rapport à cette exploitation de l'or. Et à ce moment-là, il a décidé de communiquer cela. Mais plus encore, il se trouve qu'il y a une exploitation forestière dans cette zone et ça concerne ce qu'on appelle souvent un contrat de fermage, notamment en rapport avec les forêts communautaires, notamment dans la zone de Tokano. Et là aussi, l'entreprise n'arrive pas à honorer
notamment le contrat qui avait été signé avec les populations locales qui ont dû mettre un terme à cette collaboration, donc à ce fermage, en adressant leur lettre de résiliation, du moins la résiliation du contrat le 12 janvier 2021. Sauf que ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde clairement la suite, c'est que l'entreprise continue, notamment la Société des Bois de Langounier, continue allègrement à exploiter cette forêt communautaire au mépris même d'abord de l'article 10 de leur contrat, mais également des lois en vigueur en ce qui concerne les forêts communautaires. Et à ce moment-là, les populations ont fait savoir aux députés il y aurait des complicités entre l'administration, notamment des eaux et forêts, avec son représentant local au niveau de Langounier, et cette entreprise. Et dès cet instant, là aussi, elle ne bénéficie toujours pas des avantages qui devaient être liés à l'exploitation de cette forêt. Mais au pire encore, l'entreprise continue à exploiter de manière illégale la forêt sans que plus ou moins personne ne s'en émeuve, sans que les autorités ne les amènent à pouvoir cesser leurs activités. Et au plus fort, on a même des moyens roulants du département qui aide au transport de ces produits forestiers. Et dès cet instant, il y a que le député ne pouvait pas rester sans pouvoir s'exprimer, sans pouvoir parler de cela, parce que son rôle est évidemment de défendre ces populations. Sauf que le petit hic qui va naître de cette sortie, c'est le fait qu'il ait été plus ou moins harcelé, comme on dit, intimidé par la brigade de gendarmerie, notamment du district d'Ikobe, avec à sa tête son commandant de brigade, qui l'a menacé. Et dès cet instant, il se trouve dans une posture où il se demande si finalement le fait qu'on ait mis en contribution ou que la gendarmerie se soit engagée à aller mener cette action à son encontre, est-ce qu'il ne peut pas trouver qu'il y ait des complicités aujourd'hui entre l'administration, les élus sur le plan local, pour pouvoir, et les entreprises incriminées, pour pouvoir plus ou moins arriver à couper de l'herbe sous le pied des populations du regroupement de Koy. Et à ce moment-là, il y a quand même beaucoup d'interrogations qui peuvent revenir. Et vous savez aujourd'hui que le cheval de bataille du chef de l'État est désormais celui de la lutte contre la corruption. Pourquoi des contrats qui ont été signés pour faire en sorte que les populations, dans le cadre d'une exploitation d'une forêt communautaire ou encore de l'exploitation aurifère, et qui, avec des contrats signés, pourquoi ces contrats-là, on n'arrive pas du moins ces entreprises n'arrivent pas à reverser la quote-part qui doit revenir aux populations ou investir à hauteur de cette quote-part-là par rapport à un choix d'investissement qui pourrait être opéré dans le cadre de ce regroupement. Donc c'est toute la question qui se pose aujourd'hui, et je crois que cela donne quand même du grand mood, parce que là encore ça peut être perçu comme une persécution à un moment où, quand on regarde un tout petit peu la situation qu'il y a aujourd'hui du RPM qui se dit victime de manigances au plus haut niveau de l'État pour pouvoir non seulement déstabiliser le parti, mais également quand on regarde ce type d'ajustement, on a envie de croire que les forces de l'ordre elles-mêmes n'arrivent pas à pouvoir s'inscrire dans la logique du respect de la loi. Comment comprendre qu'une entreprise qui est dans l'exploitation forestière en soit à violer l'accord signé avec les responsables de la forêt communautaire, notamment? Ils sont même allés jusqu'à falsifier le marteau de l'association. Le marteau? Oui. Le marteau, c'est on va dire le tampon, c'est ce qui détermine la marque ou le propriétaire de la forêt. C'est ce qu'on donne au propriétaire de la forêt. Ils ont falsifié ce marteau-là. Ils ont commencé à scier le bois sans pouvoir tenir l'association qui défend les intérêts des populations d'Okoy, notamment, sans leur tenir informés de ce qui se passe. Donc, à ce moment-là, il y a quand même un certain nombre de choses qui méritent qu'on porte à l'attention des autorités, et que les autorités agissent de façon parcimonieuse pour faire en sorte que la loi soit appliquée dans toute sa rigueur. Parce qu'on ne peut pas continuer à exploiter, du moins à spolier les populations de ce qui
pourrait leur revenir de droit en termes d'exploitation des forêts communautaires ou encore en termes de richesses tirées du sol ou du sous-sol de l'environnement où ils vivent, et que finalement on laisse des gens s'enrichir sur le dos de ces populations-là. Ce n'est pas normal. Et plus encore, on se retrouve à pouvoir nous inscrire dans une logique où on a comme l'impression, c'est vraiment qu'on a comme l'impression qu'aujourd'hui, cette situation de complicité pourrait plus ou moins affaiblir un tout petit peu l'autorité de l'État quand on sait que ces populations-là ont déjà manifesté à plusieurs reprises leur mécontentement, alors qu'aujourd'hui, on a besoin d'une situation qui soit de nature à pouvoir permettre un développement harmonieux de toutes les zones de notre pays. Quand vous avez ce type d'installation, vous avez des entreprises qui sont situées, vous comptez en termes d'emploi, vous comptez en termes de ressources, et vous voyez, par exemple, la responsabilité sociale et sociétale de ces entreprises-là. Elles peuvent vous permettre d'avoir de l'électrification, elles peuvent vous permettre d'avoir la construction des écoles, ou bien la réfection des écoles, qui des églises et consorts. Parfois, les populations ne présentent que des besoins liés aux situations communautaires, des installations qui peuvent permettre à ce que les gens se retrouvent ou qu'ils peuvent que ces installations-là puissent bénéficier au plus grand nombre. Or, dans le cas de l'espèce, le député a peut-être péché en mettant cela sur la place publique, en interpellant la communauté nationale, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il est de plus en plus important que les représentations ou la représentation nationale puisse faire son boulot, qui est celui de représenter les populations et de pouvoir les défendre lorsque ces populations-là sont flouées. Et dans le cas de l'espèce, c'est ce qui se passe. Alors ensuite, on passe à la seconde actualité, qui est celle des sénatoriales. Vous savez que jusque-là, c'est vrai, on n'a pas encore, le processus n'est pas achevé, étant donné qu'on est toujours en attente des nominations des 15 députés que le chef d'État doit promouvoir. Donc, on est toujours en attente de cette liste-là. Ensuite, il y a que la Cour constitutionnelle elle-même n'a pas encore proclamé les résultats, mais n'empêche que les scrutins se sont déroulés, tout le monde a pu vivre cette actualité, et que finalement, il y a un certain nombre de circonscriptions où le PDG avait quand même un certain avantage en ce qui concerne le nombre d'élus, mais il s'est retrouvé pratiquement en minorité, battu, ou encore dans des situations de ballottage, ou dans des situations quand même plus ou moins pas très intéressantes. On a le cas par exemple du département d'Untem, où on a connu quand même un épisode assez particulier, où on a vu le sénateur, le candidat du Parti démocratique gabonais être battu au premier tour. Le second tour c'est passé de manière pas très, très, on va dire, reluisante pour la jeune démocratie qui est la nôtre, mais n'empêche que Démocratie Nouvelle avait décidé de ne pas aller au second tour de peur qu'on ne leur dise que vous avez posé un recours après avoir participé même au second tour. Et dès cet instant, on a vu comment Emmanuel Ndometoro s'est retrouvé au second tour tout seul dans la course. Et en attendant qu'il y ait des délibérations sur des recours présentés par Démocratie Nouvelle, il y a que le Parti démocratique gabonais a produit un certain nombre de documents, du moins d'adresses à l'endroit de son comité de discipline pour pouvoir, sa commission permanente de discipline, pour pouvoir l'emmener à instruire un certain nombre de dossiers, notamment en rapport avec cette élection, pour pouvoir déterminer les responsabilités des uns et des autres. Et cela est très important aujourd'hui parce que quand on regarde un tout petit peu nos formations politiques, c'est vrai qu'on accuse souvent le fait que ce sont des partis paternalistes ou formés sur la base de régionales ou encore avec une coloration beaucoup plus familiale. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, quand on regarde, il y a que ces organes politiques sont dotés quand même d'un certain nombre de textes qui régissent leur fonctionnement. Et leur fonctionnement implique qu'il y ait un certain nombre de choses qu'un militant, quand on s'engage à militer, du moins à entrer dans cette formation, il faut qu'on soit en mesure de les respecter. Par exemple, vous allez à une élection, vous n'êtes pas, certes, en faveur du candidat qui a été désigné par votre formation politique, mais je crois qu'en interne, il y a quand même des moyens de pouvoir vous exprimer là-dessus. Il y a aussi la possibilité de pouvoir peut-être discuter avec la personne qui a été présentée pour pouvoir trouver un accord qui vous permettrait de pouvoir respecter les consignes du parti. Et je crois qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le PDG a annoncé le fait que
un certain nombre de ces militants n'aient pas eu la possibilité de pouvoir respecter du moins les consignes qui avaient été données en violation des textes, donc notamment du règlement intérieur, et ils vont engager des auditions. Ces auditions-là pourraient conduire à des sanctions en fonction de la gravité de la situation. D'ailleurs, par exemple, celui qu'on considère actuellement comme sénateur, c'est en attendant les résultats définitifs, Emmanuel Ndometo, par exemple, pour le cas du département d'Untem, a déclaré qu'il est, lui, en train de mettre en blanc une mécanique qui ferait que les militants qui se sont illustrés par une attitude désinvolte ou un comportement allant dans le sens de l'indiscipline, ils vont être sanctionnés parce qu'ils ont pu, plus ou moins d'après ce qu'il dit, ils ont pu les identifier, ils les connaissent, et dès cet instant, ils pourront les traduire au conseil de discipline qui va juger de la pertinence des griefs qui leur sont reprochés. Mais n'empêche que dans l'ensemble, quand on regarde un tout petit peu aujourd'hui, on a comme l'impression que la période électorale, notamment pour ce type d'élection, est souvent une période où chacun y va au gré de ses intérêts. On ne tient plus compte du fait qu'on évolue dans un groupe, on évolue dans un parti qui a des principes, qu'on évolue dans un ensemble qui devrait plus ou moins être homogène lorsqu'il s'agit d'aller en ordre de bataille pour un scrutin, mais beaucoup plus, on va pour défendre ses intérêts, on y va pour pouvoir prendre ce qu'on a à prendre et essayer de grappiller ça et là des voix qui permettraient à ce que plus ou moins vous-même vous sentiez plus fort même que le parti. Et je crois qu'aujourd'hui, le fait que le PDG soit désormais inscrit dans une logique de sanction des militants qui s'avèrent être des indisciplinés, pourrait plus ou moins corriger un tout petit peu un certain nombre de situations. J'ai pu lire ça et là des commentaires où les gens trouvaient que faire des sanctions à l'endroit des gens qui ont exprimé librement leur positionnement par rapport à un candidat, ce n'est pas démocratique, mais il y a que quand on n'est pas en accord avec ce qui se passe dans votre formation, vous avez quand même aussi le choix de dire, bon, on a été des compagnons, on s'en va. On a vu par exemple le cas des frondeurs au niveau de la République en marche en France, où un certain nombre de députés ont décidé de quitter la mouvance parce qu'ils n'étaient plus en accord avec ce qui était promu au sein du parti, ou que ce qu'on leur demandait n'était pas en phase avec peut-être leur perception de la vie politique ou du monde politique. Et dès cet instant, ils se sont mis à l'écart. Donc il faudrait qu'on ait ce genre de situation au Gabon où, quand vous ne vous sentez plus à l'aise dans une formation politique, vous soyez en mesure de dire « je m'en vais » et ne pas mettre en avant vos intérêts égoïstes. Et cela fragilise souvent les groupes, ça fragilise même l'entité que vous êtes censé représenter, et ça donne une image autre, parce que ce qui ressort les sénatoriales, par exemple, dans le département d'Untem, c'est que Emmanuel Ndometo a été battu. C'est vrai, la démocratie nouvelle a désisté au second tour, mais on ne sait pas. Peut-être le recours pourrait donner raison et ça pourrait plus ou moins amener à organiser un troisième tour. Et dès cet instant, ce sera de l'argent en plus qu'on va prendre dans la caisse du contribuable pour pouvoir financer cette élection, alors que le parti avait déjà une certaine avance, la formation politique avait déjà une certaine avance qui pouvait plus ou moins qui augurait ou qui était dans le sens de pouvoir inscrire, du moins nous mettre en évidence l'idée que le sénateur n'allait pas avoir, du moins le candidat au sénatorial, n'allait pas avoir des difficultés pour pouvoir engranger des voix. Mais malheureusement, on a vu ce qui s'est passé, une situation quand même difficile pour le parti, et ce serait quand même trop facile de passer l'éponge et dire on avance, alors qu'il y a eu cette situation-là qui est quand même un peu compliquée. Donc, ils sont en train de travailler. On verra ce que ça va donner. Est-ce que ça va fragiliser le Parti démocratique dans le département d'Untem? Mais qu'il y a aussi au niveau de cette formation une réflexion qui va dans le sens de véritablement savoir quelles sont les préoccupations des militants
de cette localité, parce que quand un groupe de personnes qui sont vos élus décident de tourner le dos à votre candidat, ça sous-entend qu'il y a quand même aussi des situations en interne qu'il faut régler. Il ne s'agit pas simplement de distribuer des sanctions ou de discuter, du moins d'aller dans le sens de convoquer des auditions qui seront à charge. Il faudrait aussi comprendre les raisons qui ont mené à cette action en interne, trouver des réponses, trouver des solutions et faire en sorte qu'il y ait un retour à la normale dans le parti et éviter que les frustrations n'engendrent d'autres situations peut-être qu'on ne pourrait pas maîtriser. Merci Mosley qui est avec nous ce matin sur les 104.5 qui revenait sur les questions de politique ce matin dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal, le plus haut de la capitale sur la radio, la plus haute de la capitale. Merci à tous les auditeurs qui nous envoient des big up au 065 05 10 45 et par WhatsApp, voilà, et qui sont toujours connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Je vous invite à aller visiter notre site internet et bien sûr liker nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et bien sûr YouTube. L'horoscope des auditeurs avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour. Da Fresh Morning.